Autour de la grande table critique, je suis avec Anna Sigalevitch, auteure et journaliste, et avec Emmanuel Dupuis, rédacteur en chef du magazine Diapason, pour une émission consacrée à la musique classique. Dans un instant, Rachmaninoff, le dernier disque gravé par le pianiste Jean-Paul Gasparian. Mais tout de suite, Il Nerone, ou le couronnement de Popée de Claudio Monteverdi, mis en scène par Alain Françon, sous la direction musicale de Vincent Dumestre. C'est le dernier opéra du pionnier Monteverdi, créé à Venise en 1642. La partition et le livret en ont été perdus, mais on a pu reconstituer l'ouvrage grâce à un scénario et une représentation donnée quelques années plus tard à Paris. L'histoire, c'est celle du triomphe de l'amour. Popée et Néron s'aiment passionnément et l'empereur romain est bien décidé à destituer sa femme légitime, Ottavia, pour couronner sa maîtresse. S'y oppose Othon, amant et conduit de Popée, Ottavia bien sûr, outragée et cruelle, et le sage Sénèque, conseiller du roi. On écoute tout de suite un duo des amoureux interprété par Marine Chagnon et Fernando Escalona. Dans la fosse, 8 musiciens de l'ensemble Poème symphonique dirigé par Vincent Dumestre. Sur scène, des jeunes chanteurs issus de l'Académie de l'Opéra national de Paris qui se partagent les nombreux rôles du couronnement de Popée, Néron, Popée, Ottavie, le sage Sénèque, Othon, mais aussi les dieux et déesses qui tirent les ficelles de cette histoire. Emmanuel Dupuis.
Oui, alors par quoi commencer? Déjà, bon, vous l'avez précisé, le spectacle s'appelle Il Néron et c'est sous-titré Le Couronnement de Popée. Donc moi je m'attendais, étant donné qu'on a changé le titre, à avoir une adaptation assez libre de l'ouvrage. Or, bon, c'est pas vraiment le cas, parce qu'on entend, il y a quelques coupures, mais on entend à peu près 80% de la musique de Monteverdi. Le changement principal, c'est que le duo que l'on vient d'entendre, d'habitude se trouve à la fin de l'opéra, et là il a été déplacé à la fin du deuxième acte, avec des paroles qui ont été changées, mais ça se justifie totalement, étant donné qu'on sait aujourd'hui que ce duo a été ajouté après la mort de Monteverdi, et que même très probablement il n'est pas de la main de Monteverdi. Donc voilà, c'est une très légère adaptation, où les choix qui ont été faits se justifient parfaitement. Ça tient tout à fait la route de ce point de vue-là. Mais on vous sent déçu, comme si vous auriez aimé peut-être justement une liberté d'adaptation. Non, pas du tout. Non, moi je suis pas très partisan du tripatouillage des partitions. Non, pas du tout. Là où j'ai plutôt été un petit peu déçu, c'est par rapport au spectacle. Qui m'a fait passer par des états assez différents. C'est-à-dire que d'abord, j'ai été assez séduit par ce théâtre nu, sans esbrouf, avec très peu d'éléments de décor. Un théâtre qui fait confiance au texte, et le texte est absolument magnifique dans le Couronnement de Popée. Un théâtre qui se met au service du texte. Mais malgré tout, j'ai trouvé que cette manière de faire assez vite s'essoufflait. Parce que quand on est dans ce genre de théâtre, ce théâtre du dépouillement, il faut compenser ça par une direction d'acteur qui soit vraiment fouillée, qui soit vraiment très active. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quelque chose d'assez répétitif dans les mouvements. Quelque chose de très frontal, alors quelque chose de très frontal qui déjà dans le dispositif, dans le décor, puisque le décor est constitué essentiellement de rideaux et de toiles peintes. Il y a une magnifique fresque de Villa Romaine qu'on voit à plusieurs reprises. Donc déjà dans le décor, il y a quelque chose de très frontal, mais il y a aussi quelque chose de très frontal dans le jeu des acteurs. Et bon, et dire ça, c'est en fait c'est que bien souvent les chanteurs se contentent de se planter à l'avant-scène pour chanter leurs airs. Donc ce n'est pas tout à fait suffisant par rapport à un livret aussi riche, un livret où il est question de sexe, de politique, de meurtre. C'est un livre absolument foisonnant, absolument génial, le Couronnement de Popée. Et donc on attend une espèce de démesure baroque que là, pour le coup, on n'a pas vraiment eu. C'est un spectacle loyal où on comprend tout, c'est vraiment au service de l'ouvrage, mais il manque une bonne dose de fantaisie quand même. Ce que pourrait d'ailleurs laisser présager le rideau, en effet, quand on entre dans la salle, il y a ce rideau qui est très important dans le spectacle, qui est doré et qui bouge beaucoup. Mais c'est vrai que tout est très... de amour, tout à fait, qui est divine d'amour, qui est le maître du jeu. Mais en l'occurrence, c'est vrai que tout est très vertical, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des lignes qui partent du bas vers le haut, exactement comme les corps des chanteurs qui sont vus comme tels, comme des statues. Anna Sigalevitch. Mais je suis assez d'accord avec Emmanuel. Je trouve que c'est une très belle idée d'avoir voulu monter le Couronnement de Popée avec les chanteurs de l'Académie. C'est ambitieux, c'est difficile, c'est riche. C'est un répertoire dans lequel on les entend très peu. Donc voilà. Il faut dire que ce sont des jeunes qui sont encore en apprentissage. Donc c'est une vraie prise de risque. Moi, peut-être que j'en attendais un petit peu trop d'Alain Françon, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Et puis, je me dis, tiens, c'est bien le Couronnement de Popée, parce que, comme le disait Emmanuel, c'est une œuvre éminemment théâtrale, où il y a tout. Il y a de la tragédie, il y a de la comédie, il y a de la légèreté, il y a énormément de profondeur. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et Alain Françon, quand même, a le sens, évidemment, des troupes aussi. Hein. On a vu, c'est Tchekhov, moi, que j'ai... Et ceci dit, c'est souvent sobre, même au sobre, théâtre. Absolument, mais avec quand même une caractérisation des personnages et un point de vue. Là, pour moi, la caractérisation des personnages, elle est quand même là. Je trouve que la direction d'acteurs, elle est présente. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point, Emmanuel, parce que ils jouent tous et ils jouent plutôt bien. Ce sont des personnages qui sont pas du tout caricaturaux. Par exemple, voilà, c'est pas une Popée assoiffée de pouvoir, déchaînée, etc. Non, c'est un personnage qui a de l'ambiguïté, qui a même de l'ambivalence. Une jeune fille, qui est vraiment une jeune fille. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais il y a en effet quelque chose de très classique, de très en place. Vous disiez Emmanuel loyal, moi je dirais honnête. Oui, mais
moi j'en attendais plus, c'est-à-dire que quel est le point de vue d'Alain Françon sur le spectacle, qu'est-ce qu'il veut nous dire, quelle est sa vision de l'œuvre. Bon, il raconte l'histoire, il la raconte bien, mais ça s'arrête un peu là. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je peux pas dire que j'ai vu une vision personnelle, nouvelle et particulière du couronnement de Popée, ce que je trouve quand même dommage. Mais il met en place beaucoup d'options, c'est-à-dire qu'en effet, la fantaisie baroque, elle est présente, il y a quand même du travestissement, il y a du burlesque, il y a aussi, en effet, cette espèce de stature tragique qui est vraiment une stature, c'est-à-dire que les personnages qui sont tragiques, il y a notamment Octavie qui joue vraiment en toge, avec des mains en supplique, enfin quelque chose de très classique. Sénèque aussi. Mais tout se maintient, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence, et c'est très difficile de faire ça quand même, Emmanuel Dupuis. Ah oui, non, il y a absolument aucune incohérence. Et effectivement, que tout comme Anna, je n'ai pas passé un mauvais moment. C'est un spectacle qui est tout à fait agréable à regarder. Mais effectivement, on en attendait un petit peu plus, et on attendait davantage de rupture visuelle. Par exemple, même je trouvais que le travail sur la lumière était assez rudimentaire, que c'était toujours à peu près toujours les mêmes tonalités de lumière. Là aussi, on aurait pu avoir davantage de rupture, ne serait-ce que sur ce plan-là. Après, bon, il y a de très belles choses. Par exemple, les costumes, j'ai trouvé les costumes très réussis. Ce mélange des époques qui marche très bien entre des costumes de l'Antiquité et des costumes modernes, mais tout ça marche très bien. Et puis ça ne va pas contre l'ouvrage. C'est-à-dire que au début de l'opéra, on voit apparaître 3 allégories, la fortune, l'amour et la vertu. Eh bien, là, ils n'ont fait pas des personnages réalistes, même si elles sont en costume moderne, elles restent des allégories. Donc il y a vraiment une vraie fidélité à l'ouvrage, mais c'est vrai que bon, on en attendait un petit peu plus, effectivement. Notamment l'amour entre Popée et Néron, parce que il le dit dans sa d'intention, c'est la plus belle des histoires d'amour. Néron et Popée montrent leur amour à la face de Rome et du monde. Moi, j'ai absolument pas ressenti l'amour entre Néron et Popée. Mais je pense qu'il y a de l'ironie dans la note d'intention de Françon, parce que c'est vrai que je peux pas croire que ce soit pas fait exprès de mettre des personnages aussi différents, parce qu'en effet, ils interagissent finalement peu, puisque leur apparence même appartient à des références complètement différent. Elle, c'est une jeune fille avec des robes très très jolies. Lui, il a un côté un peu queer, avec des boucles blondes, très tape à l'œil. Oui, mais je peux pas croire qu'il y ait de l'ironie dans une note d'intention en parlant de... Bon, parlons peut-être des voix, ces jeunes chanteurs. Comment ils se débrouillent? Anna Sigalevitch, vous en avez pensé quoi? Alors, ça dépend. Je sais pas. Ça dépend. Voilà. Alors, il faut dire qu'ils sont pas tous de l'Académie. D'ailleurs, c'est un mélange. Disons que 75% vient de l'Académie, mais pas tous. Bon, il y a quand même une personnalité qui est là, très présente, et qu'on a grand plaisir à découvrir, c'est Popée, qui est donc chantée par la mezzo Marine Chagnon, qui a déjà une présence en scène absolument superbe, et puis beaucoup de maîtrise, de profondeur, de tenue. Enfin, elle tient quand même le rôle de bout en bout avec beaucoup de brio, puis elle a un très joli timbre. Moi, j'ai été très sensible à Lise Nougier, qui est une mezzo aussi, qui chante La nourrice et la vertu, qui je trouve a un timbre flûté, elle a une façon de dire qui est très subtile, elle a un très beau phrasé. Voilà, j'étais plus sensible aux filles, je dois dire, qu'aux garçons. Bon, même s'il y en a qui sont pas mal aussi, hein, mais alors après, c'est pas évident, je trouve, de découvrir et de comprendre précisément les chanteurs dans un répertoire comme celui-ci, parce que bon, déjà l'acoustique est pas évidente, c'est pas forcément un répertoire qui est auquel ils sont complètement familiers. Donc il y a quand même une grosse prise de risques qui sont très à nu. Dans l'ensemble, je les trouve quand même très bien. Emmanuel Dupuis. Oui, non, mais globalement, c'est une distribution totalement homogène. Il n'y a absolument pas de maillon faible. Bon, il y a peut-être juste l'Octavie qui est peut-être un petit peu en dessous, parce que c'est vrai que dans ce rôle, on a l'habitude de voix un peu plus ample, un peu avec davantage de grave, mais en même temps, dans son chant, il y a beaucoup de noblesse. Donc le personnage est là. Après, je suis tout à fait d'accord avec Anna sur Marine Chagnon, qui chante Popée et qui domine vraiment la distribution. Elle est vraiment... il y a une présence, il y a une artiste, il y a un timbre tout à fait séduisant et un chant très
tenu, on a vraiment envie de l'entendre dans notre répertoire. Puis il faut dire qu'il y a que seulement 8 musiciens dans la fosse, je le disais en introduction, et que ça sonne quand même très ample pour cet effectif-là. Mais cet effectif est tout à fait conforme à celui que l'on trouvait dans les théâtres vénitiens au XVIIe siècle, même si les théâtres vénitiens étaient beaucoup plus grands que le théâtre de l'Athénée. Et d'ailleurs, à l'Athénée, il n'y a que 10 musiciens dans la fosse, mais ça sonne vraiment très très bien, quoi. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'ampleur, beaucoup de générosité, beaucoup de couleurs dans cet ensemble instrumental. Le discours avance avec beaucoup de souplesse, donc ça fonctionne très bien. Anna Sigalevitch. Ah bah oui, je pourrais dire tout ce que vous venez de dire, Emmanuel. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi d'entendre comme ça chaque instrument et en même temps de absolument pas avoir le sentiment d'un orchestre de chambre un peu dégradé. Pauvre, il n'y a vraiment pas de version dégradée. Ah non, c'est presque. Les sonorités sont presque opulentes. En tout cas, elles sont complètement chatoyantes. Ça, c'est sûr. C'est plein de contrastes. Il y a une écoute des chanteurs qui est évidente. Et encore une fois, c'est pas facile au théâtre de l'Athénée, qui est quand même une acoustique assez sèche. Donc ils sont tous très à nu. C'est aussi la beauté du spectacle. C'est-à-dire que les chanteurs sont aussi, on le disait un petit peu avant, à l'avant-scène. On les voit beaucoup. Ils sont ils sont pas protégés. Les musiciens sont pas protégés. Tout le monde avance comme ça à visage et à instrument complètement découvert. Et pour moi, l'émotion, elle naît de là. Et de la jeunesse des interprètes, parce que si on les regarde tous dans la fosse et sur le plateau, c'est quand même la moyenne d'âge, elle est extrêmement, extrêmement jeune, Emmanuel Dupuy. Oui, tout à fait, ce qui rend le personnage très crédible. Et le fait, effectivement, qu'on soit dans une petite salle, alors c'est vrai que cette acoustique ne pardonne rien, mais ça crée une proximité avec la scène qui est absolument qui est très touchante. Et puis il faut dire quand même que le Couronne Popée, c'est un chef-d'œuvre absolu et que l'entendre dans ces conditions... Malgré les quelques réserves qu'on peut avoir, ça reste un véritable bonheur. Il Néronais, le couronnement de Popée de Monteverdi, c'est à l'Athénée en coproduction avec l'Opéra de Paris jusqu'au 12 mars, puis c'est à l'Opéra de Dijon du 20 au 26 mars et enfin à la Maison de la Culture d'Amiens le 1er avril prochain. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Le dernier objet au programme de cette grande table critique est un disque, celui que le pianiste Jean-Paul Gasparian consacre à Rachmaninoff. Né en 1995, Gasparian a déjà fait montre de ses affinités avec Sergueï Rachmaninoff. Né, lui, en 1873 en Russie, mort aux États-Unis en 1943, grand pianiste lui-même et chef d'orchestre, grand dépressif aussi. On écoute un des moments musicaux, un ensemble composé dans sa jeunesse en 1896. En l'occurrence, il s'agit du 4e, le Presto en mi mineur.
Rachmaninoff, sous les doigts de Jean-Paul Gasparian. Anna Sigalevitch. Oui, alors Jean-Paul Gasparian, c'est un pianiste que j'aime beaucoup, que je suis depuis un moment. Hein. J'avais été impressionnée par son premier disque, comme vous le disiez, Lucille, où il y avait déjà du Rachmaninoff, les études tableaux, puis du Scriabine et du Prokofiev. Il y a beaucoup de compositeurs russes. Ensuite, il y a eu un disque consacré à Chopin, et donc celui-là, donc entièrement consacré à Rachmaninoff. Je l'ai entendu dans une partie du programme il y a quelques semaines, où il jouait donc une partie de ce programme-là, et je dois dire que je trouve que c'est un pianiste qui évolue très bien. Bon, il est très doué à la base, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert dans son jeu et qui s'est épanoui et qui s'est incarné davantage. C'est vraiment un pianiste qui est particulier. Il y a la tête et les mains chez lui. Donc on sent que c'est quelqu'un de très intelligent, qui pense, qui joue, qui a une vision vraiment construite, architecturée des œuvres. Il y a une pensée vraiment formelle, hein, qui est très, très structurée et très claire. On sent où il va. Je pense par exemple à la sonate numéro 2, qui est un peu le grand, enfin le c'est ce qui monument, ouvre le disque, c'est un gros morceau. Voilà, qui ouvre le disque, où on sent précisément que de la première note à la dernière, il sait parfaitement où il est, il se perd jamais, et il se gargarise jamais de ses moyens techniques, parce que il en a de sérieux, hein, quand même. Là, on l'a entendu. Voilà, il a des moyens digitaux impressionnants, main droite et main gauche, c'est très équilibré. On sent que c'est quelqu'un de construit, quoi, avec de grandes facilités. Mais jamais il ne se gargarise de ses sonorités. Il y a pour moi, dans ses propositions, beaucoup d'élégance et de noblesse. Le rubato, c'est toujours très tenu. Alors, d'ailleurs, on pourrait dire parfois, est-ce qu'il pourrait s'épancher un tout petit peu ? Voilà, pour l'instant, c'est pas encore ça, mais il a gagné, je trouve, en sensualité. Et je trouve que c'est des propositions qui sont touchantes parce qu'il n'assène rien. Il propose et l'émotion, elle naît vraiment de la musique et pas de lui qui en fait des caisses. Il n'y a aucun sirop, et en même temps il y a de la matière et de la rondeur, donc voilà, je trouve que c'est quand même déjà beaucoup de choses, et c'est un pianiste très très intéressant. Emmanuel Dupuis. Oui, je rejoins globalement Anna sur ce qui vient d'être dit. Jean-Paul Gasparian est un de nos plus grands talents pianistique. C'est une technique phénoménale, avec une main gauche extrêmement libre, qui sait chanter. C'est une sonorité assez phénoménale qui vous saute aux oreilles dès les premières mesures. Un son puissant, rond, mais jamais écrasant, et avec beaucoup de couleurs. C'est vraiment une palette de peintres extrêmement riche. Tout cela, on l'entend dans ce nouvel enregistrement, en particulier effectivement dans cette sonate numéro 2. Mais effectivement, dans cette sonate, tout est très construit, tout est sous contrôle, comme l'a dit Anna, mais là aussi, un peu comme dans le Coran-Popée, il m'a manqué un petit peu un grain de folie. Il y a quelque chose d'un peu trop intellectualisé pour cette musique qui demande une plus grande liberté dans la fantaisie. Le Rachmaninoff, c'est même si c'est un compositeur du XXe siècle, c'est le romantisme poussé à son paroxysme. Alors là, le paroxysme est un petit peu retenu. C'est moins vrai dans les moments musicaux, où là, je trouvais qu'il y avait une plus grande liberté dans les atmosphères. Ces moments musicaux, ce sont chacun des miniatures qui ont leur propre univers. Et là, je trouve que le jeu du pianiste épouse davantage cette diversité d'atmosphère. Et puis, effectivement, avec notamment dans les deuxième, quatrième et sixième moments musicaux, dans celui que l'on vient d'entendre notamment, une virtuosité absolument mais surhumaine. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ce qu'on vient d'entendre, c'est surhumain. Il y a une maîtrise de la part de Jean-Paul Gasparian là, qui est absolument sidérante. Anna Sigalevitch, peut-être sur cette sonate, justement, sur la sonate numéro 2, on n'a pas écouté pour des raisons un peu pratiques, c'est-à-dire que ce sont des grands mouvements très lents, on ne peut pas écouter en entier. Mais en plus, elle a été retravaillée beaucoup, je crois, par Rachmaninoff lui-même, donc forcément, il y a quelque chose de très construit. Ah oui, de très construit, puis on sent qu'il y met beaucoup de choses, qu'il a, elle est d'une densité immense, cette sonate, et aussi, elle dure 20 minutes, mais
on a presque l'impression d'une économie, en fait, tellement il y a de choses à dire et tellement c'est concentré dans un discours qui est puissant de la première note à la dernière. Donc elle est en 3 mouvements. Il y a cet allegro au départ qui est assez vrombissant. Et là, Jean-Paul Gasparian, c'est bon, comme le disait Emmanuel, c'est un jeu d'une grande puissance, mais aussi qui est souple. Et il n'y a pas d'emphase, c'est un piano qui est ductile. Le passage central, il y a une maîtrise de la matière sonore, hein, la façon dont ça résonne, l'utilisation de la pédale, le jeu entre la main droite, la main gauche, le chant, le contre-chant, etc., qui est très beau. Le deuxième mouvement qui commence comme une cantilène, pardon. Il y a beaucoup de noblesse et de pureté dans ce qu'il propose. Il y a du lyrisme, mais c'est un lyrisme qui est digne. Voilà. Après, on peut être plus ou moins sensible, mais moi, ça me plaît. Et le troisième mouvement, là aussi, il y a un équilibre entre la main droite et la main gauche qui est incroyable, avec cette main gauche d'enfer et une autorité quand même pianistique qui est stupéfiante. Et puis il y a quelque chose dans le disque, dans la manière dont il est construit, d'une vraie pédagogie quand on veut aborder l'œuvre de Rachmaninoff. Moi, j'ai été frappée par le fait de commencer par cette sonate qui est extrêmement riche, qui est extrêmement compliquée, très construite. On sent des couches de travail dessus. Et de repartir après sur des œuvres qui sont plus mineures, entre guillemets, qu'on connaît moins et qui sont plus simples, qui sont des œuvres de jeunesse. Je trouve ça assez passionnant d'un point de vue juste du programme du disque, Emmanuel Dupuy. Oui, quoique les moments musicaux des œuvres plus simples, enfin, ce sont des œuvres... Non, simples d'un point de vue de l'écoute, peut-être. Ce sont effectivement des miniatures, mais enfin, je veux dire, mais là aussi, il y a une vraie construction dans la succession de ces six miniatures. Et tout ça, effectivement, est remarquablement pensé. C'est quelqu'un qui a des doigts phénoménaux, comme on l'a dit, mais aussi une tête véritablement bien faite. Ce qui manque, c'est, voilà, on voudrait qu'il se lâche un peu plus dans le rubato, dans l'interprétation, mais alors, parfois il y a des choses qui fonctionnent très bien, notamment comme je l'ai dit dans les moments musicaux. Il y a aussi 2 préludes qui sont le pivot du programme, qui sont situés entre la sonate et les moments musicaux, et notamment dans le prélude en si mineur est très très impressionnant, avec cette grande montée où là le contrôle de la sonorité est phénoménal, et là vraiment ça vous prend à la gorge. Jean-Paul Gasparian, Rachmaninoff, le disque apparu chez Évidence Classique. Il sera en concert le 2 avril prochain à Sartrouville ou encore le 13 mai prochain à la Philharmonie de Paris. Et puis, tant qu'on en parle de concerts et de récitals, je voulais prendre un temps avec vous, Anna Sigalevitch et Emmanuel Dupuy, pour parler des annulations qui tombent en cascade ces jours-ci de la venue d'artistes russes dans les institutions musicales européennes. Dernièrement, dans ma boîte aux lettres, un communiqué par exemple du Théâtre des Champs-Élysées ou de l'Opéra de Paris qui développe assez peu les raisons de leurs annulations successives, qui n'explique pas vraiment la situation des artistes dont il est question. Si on ne les connaît pas, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc j'imagine que pour le grand public, ça ne doit pas être évident. Par exemple, de savoir est-ce qu'ils constituent des soutiens pour le régime de Poutine. Tout ça reste assez mystérieux. Je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus, peut-être Emmanuel Dupuy. Oui, alors je pense que le débat a été faussé dès le départ par le cas de Valéry Gergiev. Alors expliquons qui il est. Alors Valéry Gergiev, c'est le chef du théâtre Mariinsky, c'est-à-dire l'opéra de Saint-Pétersbourg. C'est un proche de Vladimir Poutine, enfin un soutien de Vladimir Poutine, il s'en est jamais caché. Il a dirigé plusieurs fois dans des occasions officielles, y compris en Syrie, pour célébrer une victoire de l'armée russe. Donc il était à peu près normal quand même qu'on lui demande, alors qu'il devait diriger en Europe et aux États-Unis, qu'on lui demande de prendre position, ce qu'il a refusé de faire. Dans ces conditions, de toute façon, il devait diriger le week-end dernier au Carnegie Hall de New York, et bon, sa venue a été annulée, mais de toute façon, à New York, il n'aurait pas pu diriger, parce que de toute façon, il se serait heurté à des manifestations d'hostilité, comme c'est déjà arrivé par le passé d'ailleurs. Donc le cas de Valéry Gergiev est très particulier. Après qu'on ait étendu ce genre d'ultimatum, parce que c'était ça en fait, on lui a posé un ultimatum, que ce soit à la Scala de Milan, à Rotterdam ou à Munich, où il devait aussi diriger, on lui a demandé de prendre position. Mais qu'on ait étendu ce genre d'ultimatum à tous les artistes russes, je trouve que là, il y a quelque chose d'assez abusif,
Parce qu'on ne peut pas demander aux artistes russes de prendre... Enfin, pour nous, c'est très facile, dans le confort de nos démocraties, de dire prenez position. Mais s'ils prennent position, ils s'exposent à des risques très grands pour eux et pour leur famille quand ils rentreront en Russie. Donc il y a quelque chose d'abusif de demander à tous les artistes russes de prendre position simplement parce qu'ils sont russes. Il y a des choses totalement aberrantes. Par exemple, hier, on a appris que le concours de piano de Dublin, interdit aux pianistes russes de concourir. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Je veux dire, c'est un concours, ça permet à des jeunes artistes de se faire remarquer. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre aide. On peut pas les boycotter de cette manière. Anna Sigalevitch. Je suis absolument d'accord avec Emmanuel. Je trouve qu'il y a un distinguo quand même très, 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 très important à faire entre les institutions qui représentent la puissance publique, les artistes et même les œuvres, parce que maintenant on interdit même certaines œuvres. Enfin, il y a des œuvres qui sont déprogrammées. Là, c'est quand même dément, quoi. Vous pensez à quoi À Varsovie, ils ont déprogrammé Boris Godunov et à Zagreb, ils ont déprogrammé une symphonie de Tchaïkovski. Donc là, pardon, mais là pour moi c'est des méthodes qui sont en fait sérieusement problématiques, parce que c'est des méthodes qui étaient utilisées pendant l'Union soviétique, avec la censure et avec la disparition des artistes et des œuvres. Donc si on se met à faire ça, je pense qu'on se trompe totalement. Enfin, moi, je trouve ça très, très, très grave. Pour les artistes, je suis absolument d'accord avec Emmanuel. C'est quand même compliqué de demander à des artistes de se positionner parce que ils ont de la famille. Et puis même de toute façon, est-ce qu'on demande à des artistes est-ce qu'on demande à des artistes de se positionner? C'est une question des artistes qui soutiennent publiquement le régime de Poutine, ça c'est une chose, mais des artistes qui ne disent rien. Enfin, par exemple, Anna Netrebko, elle est dans une situation très compliquée là. Une chanteuse aujourd'hui, grande soprano, etc. Bon, elle a quand même, donc on lui a demandé de se positionner. Elle a dit: je suis contre la guerre. Bon, est-ce qu'elle peut faire dire beaucoup plus que je suis contre la guerre quand elle a de la famille en Russie je trouve que c'est assez injuste et qu'il faut faire très attention à ne pas exclure et bannir le peuple russe de nos scènes. Enfin, même Macron l'a dit qu'il fallait qu'on n'était pas en guerre contre le peuple russe. Je pensais pas citer Macron un jour, mais voilà que je le cite. Enfin, donc attention. Et puis, il ne faut pas se faire de publicité avec tout ça. Il faut aussi se tenir un peu et pas dire attention, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Voilà, faut savoir raison garder, je pense, et avoir un peu de distance aussi. Je précise que ce soir, France Culture dédie un 18-20 spécial à la situation en Ukraine. Plusieurs invités au micro d'Emmanuel Laurentin et de Marie Sorbier, notamment des artistes qui aborderont probablement ces sujets-là. Et puis ce sera suivi d'une grande veillée également diffusée sur la chaîne de télévision Culture Box, présentée par Claire Chazal et Arnaud Laporte, avec une 60aine d'artistes, des lectures et des performances. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis et merci Anna Sigalevitch à la préparation de l'émission. Il y a Aïssa Touendoy et Boris Pinault à la réalisation, Perry Legras, et à la technique. Aujourd'hui, c'était Nicolas Delmas et Hugo Renard. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France.